Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Mathieu Lours. Alors Mathieu, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est historien, chercheur et enseignant. Il est passionné de cathédrales et comme moi, il a aussi fait son tour de France des cathédrales. Nous allons parler de patrimoine, de cathédrales et de beauté. Place à Mathieu, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager la vidéo et de la commenter. Cela nous aide à grandir, je compte sur vous. Cher Mathieu, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui parce que nous avons plusieurs choses en commun. La première est une passion pour la cathédrale. La deuxième, c'est que nous avons tous les deux fait un tour de France des cathédrales. Exactement. Le mien était un peu plus rapide et un peu plus fragmenté, moins mouvementé. Oui. Mais effectivement, et puis j'étais un peu précédé en termes chronologiques en 2006, effectivement, où pour compléter la collection complète des cathédrales de France, parce qu'on avait trouvé un éditeur pour publier un dictionnaire des cathédrales, Oui. eh bien, je suis parti avec un ami qui est un excellent photographe, et on est parti de notre ville de résidence, Sarcelles. Trop bien. Moi pour les textes, lui pour les images, et on a fait donc le tour des 60 cathédrales que je ne connaissais pas encore et pour lesquelles l'éditeur n'avait pas de photos. Ah, Mais oui. j'avais vu toutes les autres quand je faisais ma thèse, ce qui m'a C'est ça. obligé C'est ça. d'analyser quand même l'ensemble du corpus des cathédrales. Parce que moi, si j'ai fait le tour de France des cathédrales, c'était un délire perso, aventure, ouais, tout ça. Mais vous, il y avait un but académique derrière, c'était votre thèse. C'est-à-dire que pour accomplir un délire personnel, il a fallu que je fasse une thèse. Chacun C'est son plutôt truc. comme ça que ça fonctionne. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai quelques passions qui demeurent. Celle des cathédrales étant celle sur laquelle j'ai un peu fixé ma vie professionnelle. Ok. Et donc, il fallait que je trouve le moyen de posséder finalement le corpus complet des cathédrales. Et l'idée, c'était de montrer comment elles avaient été, à la fin du Moyen-Âge, transformées pour être armées pour les temps modernes. D'accord. Ok. Et j'ai trouvé une directrice de thèse à l'Université Paris 1, qui est Nicole Lemaître, qui a accepté ça, avec une direction pour la partie patrimoniale et historique d'Alain Erland Brandenburg, à l'école pratique Alors, des là, hautes il y a des études. noms, on ne sait pas qui c'est, mais... Voilà, ce sont d'éminents spécialistes. Nicole Lemaître est Ok. une de nos meilleures spécialistes d'histoire religieuse de l'époque moderne. Ok. Et Alain Erland Brandenburg était le grand spécialiste des cathédrales. C'est lui qui, dans les années 80, a pris le taureau par les cornes et a osé dire au monde académique, une cathédrale, c'est une cathédrale. Ça s'explique par les liturgies qui s'y D'accord. déroulent. C'est pas seulement qu'un vague symbolisme, c'est pas qu'une course à la hauteur, c'est avant tout une fonction dans la cité de l'Antiquité tardive, cité médiévale. Et c'est lui qui m'a dit, écoutez, votre sujet, il a du sens, mais traitez de la France entière. Donc, c'est ok. Donc, ça, c'était votre truc, le prétexte pour faire Voilà. votre tour. C'est Oui. votre thèse. Et alors, aujourd'hui, donc vous êtes historien des cathédrales, vous enseignez aussi en Oui. prépa à la fac? Voilà, Vous alors enseignez- j'enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Janson de Sailly, Oui. en Hippocagne et en Cagne, spécialité histoire des arts. Et puis je donne des cours d'histoire de l'architecture à l'école de Chaillot, où je dirige le département qui justement traite de l'histoire de l'architecture pour former nos architectes du patrimoine. J'enseigne à l'école du Louvre, à l'université de Cergy, voilà, dans tous les lieux où il peut y avoir besoin justement de cette transmission sur les formes, mais aussi la signification de nos cathédrales. Trop bien. Alors Mathieu, puisque vous prétendez aujourd'hui spécialiste des cathédrales de France. Je me Vous prétends rien du tout. Vous l'êtes. C'est vous qui, dans les Bah, médias, je vous m'avez mis prétends. cette étiquette. Je vous prétends. Non, vous incarnez quand même, même pour le monde universitaire, mais aussi aux yeux du grand public, puisque vous êtes assez médiatique. Vous avez fait plusieurs interventions médias, etc. Vous êtes aujourd'hui un des historiens référents des cathédrales de France, plus spécialement aussi sur quelques cathédrales, notamment Notre-Dame de Paris, on en reparlera après. Mais ce que je disais ça, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que tout à l'heure, on va faire un petit jeu, Ah, mais et j'ai c'est un hâte. message aussi pour dire restez bien toute la vidéo, puisque je vais, Vous zappez jusqu'au jeu, éventuellement. je vais mettre Mathieu à l'épreuve pour savoir s'il est vraiment spécialiste des cathédrales de France. Donc déjà pour commencer un peu cet entretien, j'aimerais savoir justement d'où vient cet intérêt pour le monde médiéval et plus particulièrement le monde des cathédrales. Est-ce que c'est un truc qui vous est né pendant les études ou est-ce que c'est quand même avant tout ça? Ah ben non, j'ai fait les études en fonction de ce qui était justement déjà une passion.
Alors, on n'est pas chez Henri Chapier, il n'y a pas un divan, on n'est pas ou chez Mireille Dumas, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand même, ça vient de l'enfance, tout ça. Mon enfance, elle s'est passée dans 2 lieux qui sont extrêmement attachants et extrêmement différents. Il y a d'une part, là où j'ai grandi, du mois de septembre au mois de juin tous les ans, qui est Sarcelles. Oui, donc la banlieue parisienne. La banlieue parisienne, banlieue nord de Paris, où là, la seule chose qui était belle à Sarcelles, c'était l'église du XIIIe siècle. Oui, j'y suis allé récemment, c'est vrai qu'elle est très belle. C'est une ville attachante. Moi, j'y ai vécu jusqu'à mes 33 ans. J'y retourne toujours régulièrement. J'y ai beaucoup d'amis. C'est vraiment la seule chose de belle là-bas. Non, il y a la ville, il y a les gens, il y a des très belles choses. Mais quand même, ce qu'il y a de plus beau, c'est cette église du XIIe, XIIIe siècle, en plein milieu de la ville, avec sa façade Renaissance. Oui. Et quand j'y allais, quand j'étais enfant, le reflet des vitraux sur le sol dans cette église disait quelque chose. Et puis il y avait aussi, voilà, donc il y avait un attrait pour ça. Et puis tout part d'un reflet de vitrail sur le sol. À peu près. Ensuite, il y a eu ce qui se passait du mois de juin au mois de septembre, où j'étais envoyé en Italie. Ma mère est italienne, donc on rentrait au pays de mi-juin jusqu'à début septembre. Et là, dans une ville fortifiée, une ville historique superbe, en haut d'un rocher, dans la région du Montefeltre, cette ville avec son château et sa cathédrale. Alors une cathédrale de 40 mètres de long pour un diocèse de 40 000 habitants, paroisse de 600 habitants, mais elle fonctionne comme une cathédrale. Avec de l'encens, des grandes orgues, le chant grégorien, les fêtes, les processions. Et donc j'avais cette idée en France. En France, c'était plutôt le côté rationnel. Une belle architecture médiévale, etc. Et en Italie, c'était le plaisir d'essence dans cette cathédrale. Le plaisir de ce spectacle de la foi. Alors, c'est vrai qu'en France, moi, je suis né en 74, donc c'était un peu les générations, on s'imaginait que la forme de beauté qui plaisait à Dieu, c'était le papier crépon et les colliers en nouilles. En Italie, heureusement, on avait encore un sens du beau. Après, dans les années 90 et 2000, grâce à l'effet Jean-Paul II, on s'est remis en France aussi à aimer le beau. Donc, mais quand j'étais enfant, il y avait vraiment une grande différence entre ces messes à la guitare et au papier crépon à Sarcelles, et puis les messes aux grandes orgues et à l'encens en Italie. Maintenant, à Sarcelles, vous avez des messes avec des grandes orgues et de l'encens. Hein. Ça pose plus aucun problème. On a retrouvé un petit peu le sens du beau des deux côtés. Mais... Vous dites quelque chose de très intéressant et sur lequel j'ai envie d'approfondir aujourd'hui avec vous, cette question du beau et de notre rapport au beau. On y reviendra un peu plus tard, mais à l'origine quand même de votre démarche intellectuelle, il y a cette sensibilité au beau. Je crois que l'intellect se construit chez nous quand même à partir du moment où il y a un affect qui nous pousse vers l'intellect. Si vous posez cette question-là à un physicien, il vous dira jamais qu'il aimait les équations quand il avait 4 ans. Il vous dira qu'à 4 ans, il avait la tête dans les étoiles. Et donc il veut rejoindre les étoiles et donc c'est pour ça qu'il fait de la physique. Exactement. Nous aussi, on a la tête dans le ciel et c'est pour ça qu'on s'est occupé des cathédrales. Bon, j'ai aussi une grosse passion pour la science-fiction, mais j'en ai pas fait une voie professionnelle parce que dès que j'ai vu que ça passait par des équations, j'ai eu un petit peu peur. Mais voilà, c'est... Et alors, aujourd'hui, même si vous avez traité, vous continuez de le traiter de manière académique, scientifique, historique, tout ça, le sujet du patrimoine religieux des cathédrales, est-ce que quand vous visitez ces édifices, que vous y retournez, etc., encore aujourd'hui, vous allez chercher justement ce quelque chose-là, cet affect-là? Bien évidemment. Quand je rentre pour la première fois dans une cathédrale, la première chose que je fais, c'est pas de la scanner du sol au plafond pour savoir de quand elle date. C'est de m'imprégner des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire, s'imprégner des lieux? Parcourir les lieux. Parcourir les lieux, physiquement, en y marchant, et en laissant filer le regard et voir où le regard s'accroche, avant toute chose. Donc d'abord, voir ce que ça dit, et ensuite comprendre pourquoi et comment ça le dit. Donc, en fait, vous décrivez, vous mettez les mots sur quelque chose que je faisais inconsciemment, sans forcément le savoir. C'est, je rentre et en fait, je préfère au départ, quand je rentre dans une cathédrale ou dans une église, rester au fond pendant un moment, une demi-heure, pour, comme vous dites, m'imprégner, prendre conscience de l'ampleur de l'édifice. Et après, je vais aller chercher les infos et je vais aller chercher les trucs, etc. Il faut, du point de vue du parcours, vivre ce qu'on vivait au moment de la construction de l'édifice. Il faut rentrer par la grande porte. En fait, c'est un évêque qui conçoit une cathédrale. Donc il faut faire ce que fait l'évêque le jour où il rentre pour la première fois dans sa cathédrale. Se mettre devant la grande porte, avancer dans la nef et aller jusqu'au maître-autel
se mettre devant le maître-autel, en demandant la permission évidemment, et lever les yeux à ce moment-là. Parce qu'une abside, elle est conçue pour que le prêtre qui élève l'hostie ait une sorte de tour spirituel, de puits de lumière spirituelle autour de lui. Alors, dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, le sens Vers a changé. l'Orient. Vers l'Orient. Vers l'Orient, qui est le chevet sens, de la cathédrale. Oui, qui est le sens, sauf si la cathédrale est occidentée, comme à Besançon. Où là, À Besançon, il y a les deux. Oui, mais le chœur principal était le chœur occidental. Donc à Besançon, la messe a toujours été célébrée face aux fidèles pour pouvoir être célébrée face à l'Est, comme à Saint-Pierre de Rome. Donc à Besançon, le chœur du Saint-Suaire, le chœur oriental, était là pour servir de fond visuel aux prêtres qui célébraient face à l'Est, c'est-à-dire face aux fidèles. Donc il faut se mettre vraiment, c'est une démarche d'anthropologue. On a souvent fait de la science de l'architecture, on a fait de la sociologie de l'architecture. Il faut faire de l'anthropologie de l'architecture. Les gestes, voilà, on veut comprendre ce que vivent les fidèles dans une cathédrale, et bien mettez-vous dans les endroits où les fidèles allaient chercher quelque chose dans une cathédrale. Refaites les parcours qu'on a posés aux fidèles, rentrez par les portes qui étaient ouvertes les jours ordinaires quand quelqu'un y rentrait. Donc ça suppose une archéologie qui ne soit pas une archéologie des matériaux, mais une archéologie de l'humain dans son rapport à l'architecture. En ce moment, c'est très à la mode, l'archéologie des matériaux. On découvre beaucoup les métiers, les matériaux, le fer, le verre. C'est très bien. Mais il faut... Il y a quelque chose derrière, il y a un sens derrière, voilà. en fait. Ouais. Pour nous. Oui, et c'est pas que l'art pour l'art, c'est l'aspect de dire le travail des charpentiers pour les charpentiers. C'est le travail des charpentiers au service d'une pensée et d'une fonction qu'il faut arriver à voir. Et je pense que ce que je retiens de mes entretiens avec les charpentiers de Notre-Dame de Paris, c'est qu'ils ont retrouvé ce sens-là. Quand vous restaurez une charpente médiévale, vous restaurez une charpente médiévale. Quand vous construisez une charpente du XXIe siècle qui doit reprendre exactement la configuration d'une charpente médiévale, vous repensez au pourquoi de cette charpente. Pour mettre un édifice hors d'eau, mais pas seulement. Aussi pour, à l'extérieur, par la pente du toit, par la présence de tel ou tel élément de couvrement, dire quelque chose. D'accord. Donc il faut éviter deux choses quand on comprend une cathédrale. Oui. La dispersion. D'un côté le vitrail, d'un côté le pilier. Enfin, quand on conçoit un bâtiment, on ne dit pas « je vais d'abord penser au pilier, après je penserai à la lumière, ensuite à la charpente ». En fait, faut dézoomer. Exactement. Arrêter de prendre chaque chose individuellement et regarder l'ensemble. Oui. Et ce que je dis pour la cathédrale vaut pour le château fort, vaut pour la porte de ville, vaut pour les remparts. On ne construit pas un élément du patrimoine pour qu'il fasse partie du patrimoine. On le construit, on le conçoit pour qu'il soit efficace, qu'il réponde à une fonction et qu'il montre quel est son rapport au pouvoir, ce qu'il dit finalement de l'identité de ceux qui l'ont construit et de ceux à qui il sert. Okay. Est-ce que pour vous aussi, moi c'est le cas pour moi, et c'est ça aussi qui m'a poussé malgré tout, même si je me le formalisais pas, c'est quand même ça qui m'a poussé à faire ce tour de France des cathédrales, à vouloir mieux connaître, pour mieux aimer, etc. C'est qu'au fond de moi, il y a aussi une dimension religieuse. J'ai la foi, je m'en suis jamais caché. Est-ce que pour vous aussi, il y a cette dimension-là? Alors, il y a évidemment cette dimension-là. C'est incontestable, mais la foi, elle est arrivée presque après, je dirais. D'accord. J'ai été baptisé tard. J'ai été baptisé à 3 ans et demi. Et j'ai des souvenirs de mon propre baptême. Et je sais que la présence de l'architecture au moment de mon baptême m'a fait comprendre que j'étais dans un lieu qui était une sorte de lieu magique et qui dépassait tout. D'accord. Et ça, ce souvenir... C'est étonnant d'avoir un souvenir à 3 ans et demi. Ben oui, c'était les années 70, les parents un peu flower power, voilà, se disaient baptême, pas baptême, etc. Bon, jusqu'à ce que la famille italienne dise bon bah ça va maintenant. Voilà. Donc, et j'en ai parfaitement le souvenir de ce baptême. Et pour moi, le fait que ça soit dans une église gothique, ça faisait partie du truc. Donc, la religion et le lieu et son contexte étaient liés. Ensuite, il y a eu toute une période où j'ai été un peu chrétien par habitude, en quelque sorte. Bon, école catho, sacrement. Oui, on a tous un peu la même période, voilà. Tout ça, pour ceux qui naissent dans la foi en tout cas. Ouais. Arrivé à 12-13 ans, à ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait du point de vue de la liturgie. C'est le moment où, pendant les vacances en Italie, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait à la messe le dimanche. Bon, j'y allais un peu par habitude. Oui, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette chose à laquelle on va tous les voilà, dimanches. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce d'idée, mais quand même, l'orgue, c'est vachement bien.
Et j'ai commencé à m'intéresser à cet instrument. L'organiste m'a dit, bah, écoute, essaye un peu, etc. J'ai dit, mais je vais absolument prendre des cours de ça. Et je suis revenu, j'ai dit, bah, mais inscrivez-moi au conservatoire. Voilà. Donc j'ai commencé l'orgue. C'est votre côté italien qui a parlé. Voilà, exactement. Et donc j'ai commencé à jouer de l'orgue. Et à ce moment-là, tôt ou tard, il fallait jouer dans les églises. Oui. Et on m'a dit, mais il faudrait que tu accompagnes une messe. Alors, c'est d'abord l'été en Italie, on m'a formé. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. J'ai compris de l'intérieur ce qu'on m'avait jamais expliqué vraiment de l'extérieur. Ce que c'était que le chant liturgique, ce que c'était que l'accompagnement, comment on mettait en conformité ce que joue l'orgue tel jour avec le temps liturgique. Et je m'y suis passionné par le rite, en fait. D'accord, ah oui. Et en fait, je suis vraiment devenu confessant, je pense, vers l'âge de 16 ou 17 ans. En fait, quand j'ai su accompagner une messe et que j'ai compris qu'on l'accompagnait pas bien, si on n'adhérait pas de l'intérieur à ce qui se passait. Si on n'adhérait pas de l'intérieur à ce qui se passait. Ouais. Qu'on pouvait faire du décoratif, mais qu'on ne pouvait pas être un musicien. Enfin, comment est-ce qu'un chanteur d'opéra peut réussir à tenir un rôle titre s'il n'est pas ému par l'histoire qui s'y raconte? Oui. Comment un organiste peut être insensible? Alors peut-être qu'il le formalise de manière... Puis je me dis, mais finalement, si cet attrait pour l'architecture religieuse, cette passion pour les cathédrales que j'avais, qui était en fait une espèce de soif de connaissance. Je voulais les connaître, je voulais les inventorier. À une époque où il n'y avait pas Google Images. Donc on était obligé d'aller dans un livre. Alors je faisais pareil pour les châteaux à l'époque. Hein. C'était châteaux et cathédrales. Donc il fallait harceler les parents pour qu'ils acceptent de faire une virée dans les châteaux de la Loire ou dans les cathédrales de Normandie. Voilà, donc il y avait des choses amusantes. Mais en fait, j'ai relu rétrospectivement cette période-là. Je me suis dit, oui, mais en fait, c'était clair. Est-ce que tu peux... Alors, je suis désolé, Mathieu, je te tutoie, je vous vois, c'est un peu un mix des deux, là. Eh bien, mais je me permets de te tutoyer parce qu'en réalité, on se connaît depuis un moment maintenant, depuis un peu plus d'un an. Ouais, c'est ça. Oui. 1 an et demi, 2 ans, même, je pense, depuis le temps. Mathieu, est-ce que tu peux quand même nous réexpliquer à ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas forcément, quel est le rôle, justement, de l'orgue et donc de l'organiste dans la liturgie? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la liturgie aussi? Alors, qu'est-ce que c'est que la liturgie? C'est l'ensemble des rites qui manifestent la foi. Donc la messe est une liturgie, un enterrement est une liturgie. Un enterrement, un baptême, un mariage. Toute célébration dans une église est une liturgie. D'accord. C'est-à-dire une manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de chaque être qui célèbre en quelque sorte et du corps ecclésial qui célèbre. D'accord, ok. Et en ce sens, la liturgie ne peut pas faire l'économie de la beauté, même si cette beauté doit être simple et noble. Il ne s'agit pas de faire des fioritures. D'ailleurs, la liturgie romaine n'a jamais fait de fioritures. C'est la liturgie, parmi les liturgies chrétiennes, la plus sobre. Que ça soit sous sa forme ordinaire ou sous sa forme extraordinaire. Elle a une très belle sobriété. Et partant de là, l'organiste est au service de ça. D'accord. Donc, là encore... Donc l'orgue est un instrument sacré parce qu'il accompagne la liturgie. Oui. Ok. Mais il peut aussi avoir des usages profanes. Hein. On peut envisager dans l'église une utilisation non liturgique. Un concert, par exemple, c'est pas liturgique, mais on peut utiliser l'orgue, hein, c'est pas la question. Et on peut improviser sur toute mélodie qui va être en quelque sorte sacralisée par l'orgue. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'orgue a connu en tout cas des profondes transformations dans son usage. Jusqu'au XIXe siècle, l'orgue n'était pas fait pour accompagner les chants. Il était fait pour dialoguer avec le chœur. Le chœur chantait un verset, l'orgue improvisait sur l'autre. Et depuis le XIXe siècle, on a introduit d'abord le cantique accompagné, puis le grégorien accompagné, la grande réforme de Saint Pie X, au début du XXe siècle. Oui. Et ensuite, après la réforme de Vatican II, est resté ce qui avait été inauguré par Saint Pie X, l'idée d'une assemblée des fidèles accompagnée par l'orgue. Donc aujourd'hui, l'organiste accompagne les fidèles lorsqu'ils chantent, et puis il donne la tonalité de la liturgie en jouant les pièces solistes, qui vont jusqu'au fracas le plus épouvantable lors de Pâques et de Noël, jusqu'au silence absolu du carême et du vendredi saint. Ok, je ne connaissais pas la réforme de Saint Pie X dont tu parles. Fondamentale, c'est elle qui a changé notre rapport au chant. Oui. C'est le premier pape qui dit « mais le peuple doit chanter le grégorien ». C'est le premier pape à dire « la foule doit chanter l'ordinaire de la messe ». Et l'orgue peut accompagner l'ordinaire de la messe. C'est une révolution presque plus importante, parce que Vatican II dit la même chose. Le grégorien est toujours le chant officiel de l'Église. Le missel de 69 le dit clairement.
Et ce grégorien doit être accompagné et chanté par les fidèles. On n'a rien changé par rapport à la réforme de Pie X sur la question du grégorien et du chant. Simplement, on a autorisé que des formes non grégoriennes soient davantage présentes. Mais elles existaient déjà sous forme de polyphonie. Alors là, t'es rentré quand même beaucoup déjà dans le détail. C'est un truc d'insider, je suis d'accord. Oui, oui. Voilà. Mais justement, j'aimerais justement qu'on dézoome aussi. Dézoomons. Et que maintenant, tu nous expliques ce que c'est pour toi une cathédrale. Je donnerai mon avis aussi. Hein. Oui, oui. Mais ce que c'est pour toi qu'une cathédrale et pourquoi, justement, elle est complètement indissociable de la foi et de sa pratique. Ce que tu as déjà commencé à nous dire, mais j'aimerais que tu approfondisses ça. La cathédrale, c'est un défi architectural. Il y a un architecte qui rencontre un évêque. L'évêque lui dit « Manifestez dans cette architecture, à partir de l'argent que je vous donne et de ce que vous avez à disposition, Oui. le fait qu'on a ici une église qui est le centre d'un diocèse dans lequel l'évêque est le successeur des apôtres. » D'accord. Ah oui. Montrer que c'est l'église qui incarne le fait que ici on a la foi parce que Jésus l'a transmise aux apôtres, qui l'ont transmise, qui l'ont transmise, qui l'ont transmise, qui l'ont transmise. Et donc on a un enracinement ici qui nous ramène au Christ. À travers ce fil ininterrompu qui dure depuis 20 siècles. Donc en fait, le but d'une cathédrale, c'est au niveau d'un diocèse, donc d'un territoire donné, Oui. qui à l'époque correspondait un peu à un département en gros. Voilà, il y en a des petits, il y en a des grands. Oui. Et il fallait proportionner la cathédrale au revenu du diocèse, à la taille du diocèse. Mais donc c'est la manifestation dans la matière de l'église avec un grand E. et de son enracinement dans le Christ. Ouais, parce que l'évêque dans son diocèse, c'est le prêtre, il a la plénitude des pouvoirs du prêtre, des pouvoirs sacerdotaux. Les autres prêtres du diocèse ont reçu ce pouvoir de l'évêque par leur ordination. Mais c'est incroyable, rien que de dire ça, c'est absolument incroyable, et de le rappeler, parce que moi, la façon aussi dont je perçois les choses, c'est que on remarque souvent dans les villes et aussi dans les villages qui ont des églises, ça, que les villes et les villages se construisent toute leur histoire, toute leur architecture autour de l'édifice religieux, autour de la cathédrale et de l'église. Donc en fait, ça veut dire, si on fait le lien, que les villes, en fait, la France, s'est construite autour d'un enracinement dans la foi chrétienne. Alors, les villes étaient là avant. C'est ça la difficulté. C'est la christianisation des villes de l'Antiquité, en fait. Les villes étaient là, c'était des villes romaines, des villes païennes. Et puis quand le christianisme est autorisé à partir de 313, puis qu'il devient religion officielle de l'Empire romain en 383, c'est dans ces villes préexistantes qu'on a construit les cathédrales. Est-ce que tu as des exemples précis de ça? Paris, de remplacement de sites Paris, païens Tours, Orléans, toutes en fait. Moi, je pensais à Chartres. Chartres, mais alors à Chartres, c'est manifeste parce que les chanoines de Chartres étaient convaincus d'être un corps institutionnel qui était antérieur au christianisme. Les chanoines de Chartres racontaient jusqu'à la Révolution française, quand il y avait un litige avec l'évêque, on était là avant vous. Parce que nous sommes issus d'un collège de druides qui ont accepté le christianisme. Donc vous, évêque, vous êtes arrivés au IIe siècle. Nous, on était là depuis 3 ou 4 siècles. D'accord, on était païens. La preuve en est, le puits gallo-romain qui est dans la crypte, qu'on honorait déjà avant même que ça soit un puits baptismal. Donc il y a toutes ces légendes qui généralement étaient des reconstructions a posteriori quand on voulait embêter l'évêque. Oui, du roman. Voilà. Oui. Donc, mais il y a, voilà, à Chartres, c'est évidemment le culte de la déesse mère, etc. Mais en fait, c'est une invention des chanoines au XIIIe siècle, au XIIe, XIIIe siècle, quand ils commencent à être en bisbille avec leur évêque. D'accord. Okay. On n'a aucune preuve historique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un lieu de culte à l'emplacement de la cathédrale. Mais de fait, dans beaucoup d'édifices religieux en France, en tout cas chrétiens, il s'est construit à l'emplacement d'un ancien lieu ou édifice d'une religiosité païenne. Alors, pas forcément d'une religiosité païenne, ça peut être aussi un morceau du forum, ça peut être un édifice civil. À Aix-en-Provence, c'était l'édifice qui était au nord du forum, qui était sans doute un tribunal ou quelque chose de ce genre-là, qui a été rasé pour construire la première cathédrale. Donc, il y a pas. Après, il y a des exemples absolument dingues de cathédrales installées dans des temples, mais ils ne sont pas en France. Vous allez en Italie, à Pozzuoli, à côté de Naples. Oui. La cathédrale, c'est le temple d'Apollon. Parce que c'était un temple gigantesque. La nef de la cathédrale, vous avez les colonnes du temple, encore debout. Le Parthénon, à Athènes, il est transformé par les Byzantins en église dédiée à la Vierge. Et il reste tel quel jusqu'à ce que les Turcs le transforment en mosquée.
Donc, mais il fallait des très très grands temples qu'en France on n'avait pas, malgré tout le respect que je porte pour les Gallo-Romains. C'est quand même plutôt la Sicile, la Grèce, l'Asie mineure, les temples géants. Ouais. Donc, Ok. on a quelques cas en France, mais assez peu finalement. Avec tout ce qu'on vient de dire, du coup, quel est ton conseil pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'approfondir leur sensibilité à la beauté de ces choses-là? Quand ils visitent une cathédrale, quel serait ton conseil pour qu'ils ils comprennent réellement ce que c'est? Alors, je vais reprendre mon conseil de déambulation. Ok. D'abord, la voir en faisant quasiment un signe de croix géant en fait, en avançant de la nef jusqu'à devant l'autel, en allant dans un des croisillons, dans le transept, se retourner, le regarder, et ensuite parcourir le déambulatoire et le bas-côté. D'accord. Si évidemment il y a un déambulatoire, parce que toutes n'en ont pas, bref, etc. Mais de s'approprier toute l'architecture dans un chemin de procession, en quelque sorte. Et de ne pas regarder ses pieds, de regarder vers le haut et de voir comment les formes de l'architecture, les éclairages, tout ça finalement crée des percées, des perspectives qui à certains moments souhaitent donner l'impression d'une plénitude, on a l'impression de tout percevoir, et à d'autres moments donnent au contraire l'impression qu'on est dans un lieu un peu mystérieux, qu'on ne comprend pas très bien, qui est sombre. Et donc de tous ces états d'âme, de tous ces états un peu... voilà, sortir en disant j'ai vécu une expérience, maintenant, quel sens je lui donne à cette expérience? Et là, ça suppose à la fois de se dire, voilà, comment c'était au XIIe, XIIIe siècle, à quoi ça servait une chapelle, un transept, un hôtel au XIIe, XIIIe siècle, et se dire, et aujourd'hui? Ok. Aujourd'hui, généralement, on constate que ça sert à peu près à la même chose. Avec simplement aujourd'hui une manière de penser qui a changé par rapport au Moyen-Âge, c'est l'apparition d'un mot qui est le mot culture. La dimension culturelle et monument historique était complètement liée à la dimension religieuse, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'apparition de la philosophie des Lumières. Alors justement, t'en penses quoi de cette séparation de fait de l'Église et de l'État et donc de l'aspect culturel et cultuel? Et est-ce que pour toi c'est une bonne ou une mauvaise chose, notamment pour ce genre d'édifice religieux? Alors, la séparation entre le culturel et le cultuel, c'est pas une question de séparation de l'Église et de l'État, parce que l'Église affectataire est en charge aujourd'hui de la valorisation culturelle des cathédrales. D'accord. Donc Ok. les concerts, les expositions, tout ce qui se passe dans les cathédrales se passe parce que le clergé considère que la culture est un domaine où l'évangélisation et l'apostolat peut être porteur. D'accord. Donc Ok. c'est pas vraiment voilà, simplement aujourd'hui dans nos sociétés désacralisées, on a eu un transfert. Désacralisé. Ok. Oui, nos sociétés sont largement désacralisées, sécularisées. Eh bien, on a aussi des processus de resacralisation. On a sacralisé des choses qui n'étaient pas sacrées pour nos ancêtres. La nature n'était pas du tout sacrée pour nos ancêtres dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, jeter un mégot dans un parc, c'est de l'ordre de la profanation ou du blasphème. C'était pas le cas il y a 60 C'est ans. vrai que c'est presque un. Oui, c'est un. Mais voilà. Oui, c'est presque On un a délit. sacralisé C'est la presque nature. puni, ouais. Ouais. On a sacralisé l'œuvre d'art indépendamment de son sujet ou de son contexte. Une œuvre d'art était sacralisée parce qu'on y voyait la Vierge Marie ou Louis XIV. Aujourd'hui, l'œuvre est sacralisée parce que c'est de l'art. Et la culture, le monument historique, s'est séparé et est devenu un élément sacré. Aujourd'hui, si on démolit une église romane, les gens vont être heurtés parce que c'est une église, mais ils vont être heurtés aussi parce qu'un monument du XIIe siècle, donc ce sera un outrage à la religion, mais aussi un outrage à la culture et à l'histoire. Ok. Et aujourd'hui, donc, on pense dans nos têtes culture, culte, etc. Mais au XIIIe, culte et culture, c'est la même chose. Oui, ouais, mais d'où ma question en fait. D'où ma question. Mais Ouais. Je pense et que aujourd'hui, globalement, ça se passe. Enfin, tout se passe bien entre les deux. globalement, ça se passe bien. Il Ouais. peut y avoir des frottements et des frictions. J'en ai fait l'expérience de ces frottements et frictions. Voilà, il peut y avoir des frottements et des frictions parce que quand C'est pour ça parfois le clergé propose des solutions un petit peu audacieuses, tel ou tel concert qui peut heurter certaines sensibilités, ou c'est le clergé qui propose carrément. ou du moins il l'autorise, puisque sans son autorisation. Mais ce qui scandalise, c'est variable comme notion. Grosse. Pardonnez-moi la question, mais qui a tendance à être le plus conservateur ou le plus progressiste dans cette histoire Mais ça dépend des personnes, ça dépend des contextes, ça dépend même de ce qu'on met derrière progressiste et conservateur. Ouais. Si un chanteur de musique pop fait un concert pop,
chrétien dans une église avec des paroles chrétiennes, et qu'après, on va avoir un concert de musique classique sur une cantate profane qui raconte les amours d'Hercule et Omphale. Lequel des deux? Oui. Parce qu'on tend à sacraliser la musique classique, mais il y a dans la musique classique plein de concerts dans les églises. Moi, quand j'entends, par exemple, le La Shakiopiag de Handel, qui est chanté pour des mariages ou des funérailles, mais les paroles sont des paroles extrêmement profanes. Mais comme c'est une très belle mélodie de Handel et qu'elle nous fait pleurer, on se dit que c'est bien à l'église. En fait, ma question n'était pas innocente parce que j'ai fait donc avec Canal des reportages sur les cathédrales, etc. Oui. Donc il a fallu souvent qu'on fasse des demandes d'autorisation. Donc on s'est frotté un petit peu à l'univers institutionnel qu'il y a autour de ce genre d'édifice. Donc avec d'un côté, effectivement, le diocèse, la curie, Oui. le monde religieux, on va dire. De l'autre côté, le monde de l'État, avec ses différents acteurs. Donc au niveau municipal, avec les offices du tourisme, et puis au niveau national. Municipal, ça dépend. Si la cathédrale appartient... Oui. Si c'est une ancienne cathédrale qui appartient à la mairie, sinon c'est l'État, c'est la DRAC. Avec la DRAC, exactement. Oui. Donc la Direction régionale des affaires culturelles. Oui, le ministère de la Culture, décentralisé. Ouais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce que j'ai pu observer sur toutes nos discussions, c'est que souvent, du côté des institutions culturelles profanes, il y a une espèce de mentalité très, de ce que j'observe, conservatrice, de c'est comme ça, il faut le maintenir et le laisser comme ça. Et de l'autre côté, on a l'Église, pour qui la foi est vivante, qui a la charge qui a la charge d'un édifice, mais pour eux, l'édifice est le moyen aussi de faire vivre une communauté. Oui. Et donc, eux, souvent, qui vont être plus dans proposer les projets, proposer des trucs, effectivement, un peu plus audacieux, etc. Oui. Et c'est rigolo parce que on pourrait penser l'inverse. Oui, l'Église a embrassé l'art contemporain, la cause du monde moderne, depuis au moins le début du XXe siècle. Oui. Donc on a les églises qui sont construites dès les années 1910-1920, sont des églises dans lesquelles tout est fait pour que l'autel soit largement visible des fidèles. Et donc cette idée de rapprocher le lieu de célébration pour retrouver un peu ce que c'était dans les premières églises, dans les basiliques paléo-chrétiennes, l'autel à la croisée du transept à Notre-Dame de Paris, le premier à le proposer, c'est Louis XIV. Oui. Ça date pas de Vatican II. Hein. Donc que l'Église adapte les monuments finalement aux attentes, c'est tout à fait normal. Simplement aujourd'hui, le propriétaire, c'est l'État ou une municipalité sous la tutelle des monuments historiques. Donc il faut absolument que les aménagements réalisés par le clergé soient conformes à l'esthétique du lieu et puis à l'usage du lieu, et puis aussi aux normes de sécurité. C'est un établissement qui reçoit du public. Si vous voulez mettre l'autel devant la porte, ça passera pas pour l'évacuation en cas d'incendie. Hein. Oui. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas trop, je provoque un peu cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas trop une mentalité conservatrice chez ceux qui sont en charge des monuments historiques? Alors moi, que les gens qui conservent les monuments sont plutôt conservateurs, au sens propre du terme, ça me paraît très bien. Mais comment dire? Oui, au sens propre, mais comment expliciter ma question? Et puis j'ai jamais vu de lieu où on interdisait au clergé de réaménager un chœur liturgique. En fait, ma question est peut-être un peu plus large que ça. Oui. Mais ma question, c'est plus... aujourd'hui, il y a un peu une mentalité de muséification des choses. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on va voir justement le bâtiment religieux, etc., comme quelque chose d'historique qu'on doit protéger, mais donc on va vouloir figer dans le temps. Oui, mais ces monuments connaissent de toute façon une évolution dans leur décor intérieur. Oui, mais ça, parce qu'on part du présupposé que c'est vivant, mais ça, c'est l'Église. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre par terre la nef romane parce qu'on veut une nef contemporaine? Ça, je suis très content qu'on s'y oppose. Oui. Par exemple, parce que l'Église a tout loisir de construire de nouvelles églises. Si c'est une question architecturale, l'architecture contemporaine, elle peut s'appliquer aux nouvelles églises qui sont construites. Mais j'ai jamais vu d'endroit où la foi qui émane de ces vieilles pierres soit contraire à la vie liturgique d'aujourd'hui. Il m'a jamais semblé qu'une église monumentale et ancienne soit
contre-performante en matière de témoignage de foi et en matière d'efficacité du lieu de la célébration. Ok. Alors ça a pu être dit dans les années 70 où là on était ravis à la rigueur d'aller célébrer dans une salle polyvalente parce que là on était tous autour, il n'y avait rien qui dispersait le regard. Enfin on n'est plus dans les années 70. Il en reste que quelques vestiges dans mon genre de ces années-là. Mais Bon, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cathédrale, tout Oui. ça. On va essayer de réincarner, surtout pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tout ce qu'on dit. Et on va faire le petit jeu que je vous ai Allons-y. préparé. Ah. Alors, je vais vous montrer des images de cathédrale. D'accord. Je suis sûr que vous allez très bien vous débrouiller, mais vous allez essayer de devoir deviner laquelle c'est. Oui. Et surtout, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous expliquiez son style historique D'accord. et que vous nous fassiez un petit peu un résumé de son histoire et de comment on identifie justement son architecture, tout ça, comment on peut, D'accord. Eh ben, quelles sont allons-y. les recettes un petit peu pour identifier une architecture, pour déterminer son époque, tout ça. Un blind test. Voilà. Allons-y. Alors bon, on va commencer facile pour vous, hein. Il n'y a pas de secret. Tac. Alors, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, décrire ce que vous avez sous les yeux? C'est marrant, Et c'est une pour épreuve ceux- que je fais passer à mes étudiants quand ils préparent le concours d'école du Louvre à la fin de la Cagne. C'est exactement ça. Génial. Mais c'est pas des cathédrales, c'est des tableaux. Bon, bah ça c'est la cathédrale d'Amiens et donc. Et donc, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui... Oui, donc ça c'est la façade de la cathédrale d'Amiens. Vous avez zappé les portails, c'est bien, ça me fait moins de choses à dire. Parce que, on travaille pour des heures sur les Parce que, portails d'Amiens. en fait, justement, allez-y, expliquez. Donc là, on a vraiment l'archétype de la façade frontispice. C'est une façade qui est en fait très trompeuse. La cathédrale d'Amiens a une façade 2 fois trop petite par rapport à ce qu'elle est. La cathédrale d'Amiens, c'est la plus grande de nos cathédrales. Oui. 42 mètres de haut, 250 000 mètres cubes de volume. 42 mètres sous voûte, hein, ça, on est Oui, d'accord. sous voûte. Et la cathédrale de Cologne, pour le même volume, a des tours à 157 mètres de hauteur. Là, 70 mètres. Des tours rectangulaires, vous voyez, on voit au travers. Oui. Pourquoi? Parce que l'évêque avait très peu de terrain. Et il a commencé par la façade. D'habitude, on ne commence jamais une cathédrale par la façade. Il a voulu très vite dresser une sorte de mur-écran devant son chantier pour attirer les fidèles, pour attirer les offrandes. C'est une opération de propagande, cette façade. Et elle est commencée en 1220, elle est achevée à la fin des années 1230 pour les parties basses. Et le but, c'est de construire le plus grand porche jamais construit. Le Oui. portail d'Amiens est le plus grand des portails de cathédrale. D'accord. Il accueille avec une statue du Christ absolument incroyable. Oui. Et l'idée, c'est, voilà, vous avez ce mur, il n'y a encore rien derrière. Au nom du Christ, aidez-nous à finir. On vous le montre maintenant à l'écran. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire le style architectural de cette cathédrale? Oui, alors c'est vraiment et comment on le reconnaît un peu? c'est le gothique classique, au moins jusqu'à l'étage de la rose inclus, sauf la rose en elle-même. Et donc, on le reconnaît parce qu'on a un équilibre entre la sobriété et l'ornementation. C'est vraiment, on a la muralité est encore bien présente, mais on a quand même la légèreté des percées. Oui. On a des éléments, là encore, non décorés, des parties non décorées au-dessus des arcades, mais on a ces grandes statues hiératiques, là, vraiment inscrites dans la galerie. Et puis on a ces flèches en haut des contreforts qui donnent l'impression d'édifices miniatures. Et tout ça encore dans un cadre très géométrique. On n'essaie pas de tromper le regard ou d'en imposer par une surabondance d'ornementation. En revanche, si vous regardez les parties hautes, Oui. en particulier la tour de gauche, et puis la galerie et le tracé de la rose, là on est au XVe siècle. C'est ce Oui. qu'on appelle le gothique flamboyant. Là, c'est beaucoup plus fourni, là. Voilà, Oui. on est dans ce qu'on appelle à l'époque l'aurore vacui, l'horreur du vide, la D'accord. hantise du vide. Et donc on va surcharger de décors. Et là, l'idée, c'est l'inverse de la partie basse. La partie basse, c'est fixer votre regard sur des éléments structurants. D'accord. La partie haute, c'est regarder ces détails. Regardez, fixez, immergez-vous dans cette profusion d'ornements. Changement de mentalité dans la façon de faire. Complètement. Ok. Et pourtant, on n'a pas de sentiment de disharmonie. Parce que les proportions des tours ont été conservées. On n'a pas essayé d'aller plus haut et de déséquilibrer. De toute façon, ça serait tombé si on avait surchargé ces bases-là. Et on n'a pas essayé non plus d'avoir quelque chose de complètement différent du rythme architectural. Vous voyez qu'à la base de la galerie, on a des arcatures qui rappellent les arcades qui sont là, qui rappellent les arcades qui sont là. Oui, oui. Et la rosace en elle-même, on a repris le dessin de pierre à l'intérieur, ce qu'on appelle les remplages, pour les rendre flamboyants. Mais la rosace, elle est là depuis le XIIIe. Hein. La Ok. percée est là, donc... Est-ce que vous saurez nous expliquer pourquoi les deux tours ne sont pas de taille égale?
Le fric, l'argent, comme d'habitude. Comme d'habitude, en Comme fait. d'habitude, oui. Plus d'argent pour celle de gauche que de celle de droite. Celle de droite achevée avant celle de gauche. Oui. Généralement, ne cherchez pas. Hein, quand il y a des parties inachevées, quand il y a des dissymétries, c'est généralement parce que vous avez à Mende, par exemple. Il y a une tour de la cathédrale qui est plus grosse que l'autre, parce qu'il y en a une qui est financée par l'évêque et l'autre financée par le chapitre, et que l'évêque avait plus d'argent que le chapitre. Hein. Généralement, l'argent ne trompe jamais sur un chantier. Toujours niveau 1. Toujours niveau 1. Celle-ci, cette photo. Alors ça, c'est la nef de la cathédrale de Reims. Alors à quoi vous la reconnaissez Je la justement? reconnais parce que c'est la première à avoir une façade transparente. Avoir une façade transparente. Oui, cette façade est prodigieuse parce que vous avez la grande rosace dans la partie haute, vous avez ce qu'on appelle un triforium, c'est-à-dire cette galerie vitrée qui est en dessous, Oui. et puis ensuite vous avez une deuxième rosace qui prend la place du tympan du portail. Dans les cathédrales jusqu'aux années 1230, le style gothique classique, l'idée c'est qu'à l'extérieur, on voit sur le portail la scène principale au tympan. Ok. Et là, l'évêque dit, non, vous me sacrifiez ce tympan. On s'en fiche à l'extérieur de ce qu'on voit. L'essentiel, c'est que de l'intérieur, on ait de la lumière là aussi. Ok. Et la scène principale, qui est le couronnement de la Vierge, qui aurait dû être sculptée sur le tympan, on la reporte en haut du porche, au-dessus du portail, comme suspendue en l'air, ce qui oblige les sculpteurs à une véritable révolution dans leur manière de traiter. Parce que c'est plus du relief, c'est de la statuaire. Oui, c'est de la statue. Oui. Et de l'extérieur, au-dessus de la porte, vous avez des vitraux noirs, parce que de l'extérieur, Oui, ça on donne voit rien. Oui. En fait, on sacrifie la statuaire extérieure au profit de l'effet qui est à l'intérieur. Génial. Donc là, c'est un basculement énorme. Ouais, il y a aussi un petit détail que j'aime bien à Reims, c'est que là, si on zoome sur la photo, au fond, il y a toute une galerie de statues Et bien voilà, qui représentent quoi? toute la façade est traitée comme une façade intérieure. Ouais, c'est On ça. doit avoir, quand on sort de la cathédrale, l'impression d'avoir une façade à l'intérieur. C'est fou. Et pourquoi? Parce que c'est le cortège royal qui sort, Génial. après le sacre. Génial. Donc, il y a toute une idée de solenniser la façade, et puis toutes ces sculptures qui rappellent des scènes de l'Ancien Testament, dont certaines d'ailleurs sont reprises en donnant aux personnages de l'Ancien Testament des vêtements qui sont des vêtements médiévaux, pour dire ce qui se passe là-dedans, en fait, c'est universel, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de temps, Ouais. ça parle aux hommes d'aujourd'hui. Je rappelle juste que la cathédrale de Reims, c'est la cathédrale où on sacrait les rois. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Ah bah non, mais si on spoil, si je fais les réponses avant les questions, mais voilà. Oui, vous avez deviné avant. La cathédrale de Mende, très belle cathédrale, qui a souffert de la plus grande vague de destruction de cathédrales en France. Expliquez-nous. Les cathédrales, à 3 reprises dans leur histoire, ont été soumises à des vagues de destruction. La plus importante d'entre elles, c'est celle des guerres de religion. Les protestants se sont acharnés en 1562 et 1567 pour l'essentiel sur les cathédrales, en détruisant 15 cathédrales, en pillant une soixantaine. Waouh. Et à Mende, les tours sont tout ce qui reste de la cathédrale d'avant les guerres de religion. D'accord. Les protestants, les troupes protestantes arrivent dans la ville et disent au chapitre, soit vous donnez de l'argent, soit on vous détruit votre cathédrale. Le chapitre n'a pas réussi à retrouver l'argent, Oui. donc la cathédrale a été détruite. Aïe, aïe, Donc, aïe. sauf les tours, Sauf les tours. parce que les protestants les ont gardées pour des raisons de sécurité. Donc là, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure aussi, c'était donc la tour nord a été financée par l'évêque et la Voilà. tour sud par le chapitre. Par le chapitre, On et vous voit, il voyez... y en a qui ont des sous, Alors, d'autres qui en ont pas. Alors, et je voilà. vais faire un parallèle qui est un peu osé, c'est un peu comme le tuning, entre guillemets. Oui. Vous avez la tour avec la flèche et les contreforts, et vous avez la tour avec la galerie, la flèche, les flèches secondaires, les arcs-boutants, les crochets, les fleurons. Voilà. Donc, Oui. après, il y a une question de chronologie aussi. C'est-à-dire que le couronnement de la tour de l'évêque, c'est vraiment encore notre gothique flamboyant, Oui. qu'on retrouve un peu comme on le retrouve à Chartres aussi. Et donc, elle est très attachante parce que vous avez ici la rencontre du gothique du sud de la France. Un gothique très mural. Vous voyez ces tours, il n'y a quasiment pas de percée. La rosace est toute petite. Et puis, arrivé à l'époque flamboyante, on va le redécorer de manière à le rendre plus aérien. fastueux, Oui. plus aérien, Oui. et à le rendre un peu plus conforme aussi au goût du nord de la France. Trop marrant. Alors, on continue. Un peu plus dur. Ça, alors, ça, c'est pas Entrevaux? Si, c'est entre vous. Ouais, c'est Waouh, bien joué, parce que Oui. moi, je l'aurais... Ah oui. Elle n'est pas évidente, celle-là. Si, c'est Entrevaux, ça. Une minuscule cathédrale J'ai une deuxième photo, je pense, d'un pour diocèse- illustrer oui, oui. entre vous. On vous d'un la met à diocèse l'écran. très attachant. Oui. C'est un diocèse qui a perdu son siège historique. Le siège historique, c'était Glandève. Glandève. Glandève, aujourd'hui, c'est un lieu-dit de la commune d'Entrevaux, Je crois que c'est en où il bas, ne c'est plus reste loin dans la vallée. que le palais épiscopal et l'abside d'une cathédrale romane. C'est ça, je me souviens En de passer fait, là-bas. dans Oui, l'Antiquité, il y avait la ville romaine, elle était là.
Et puis avec les invasions, à partir du XIIIe siècle, les habitants se réfugient sur le rocher d'Entrevaux, et l'évêque reste tout seul avec son palais à côté de la cathédrale. Guerre de religion, les protestants détruisent la cathédrale de Glandève, ne lui laissent que l'abside, et donc les évêques font reconstruire au XVIIe siècle une nouvelle cathédrale dans les murs d'Entrevaux. Mais ils ne démolissent pas cette abside, ils continuent à résider dans le palais épiscopal de Glandève. Ils utilisent l'abside de la cathédrale comme chapelle de semaine où ils célèbrent leur messe quotidienne. Et aujourd'hui, elle a survécu parce que ce palais épiscopal est devenu un hôpital. Et là, dans la ville, vous avez l'ancienne cathédrale supprimée en 1790. Elle est église paroissiale aujourd'hui, mais elle a gardé un décor somptueux à l'intérieur. Parce que dans ces petites cathédrales du sud de la France, souvent, on compensait l'étroitesse de l'architecture par un somptueux décor baroque au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc là, elle a conservé ses colonnes, ses ors, ses stucs. Très facile, vous allez reconnaître en 0,1 seconde, mais il faut que vous nous en parliez. Bon, Strasbourg. Quand même. Strasbourg, qui est la plus haute construction réalisée par l'homme en pierre au Moyen-Âge. Ouais. Et même combien de mètres ? 142 mètres pour la flèche nord. C'est-à-dire que depuis le clocher nord de Chartres, attendez que je réfléchisse. Non, on avait fait plus haut au 13e, non, je dis des bêtises. Mais en tout cas, on n'avait pas construit de choses plus hautes. Je crois que l'édifice le plus haut après la cathédrale, je pense, c'est la Statue de la Liberté. Ah non, pas du tout. Non, elle est rasemote, la Statue de la Liberté. Moi, j'avais entendu dire elle n'a rien à voir avec une hauteur pareille. Puis c'est pas en pierre. Alors, c'est la Tour Eiffel qui a détrôné la cathédrale de Strasbourg. Non, c'est la cathédrale de Rouen. Flèche en fonte de 153 mètres de haut. Mais elle est plus tardive, la flèche en fonte. Non. Elle est du 19e. 1825, 1870. Elle est avant la Tour Eiffel. Oui, ah non, oui, ok. Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est la flèche de Rouen. Et ensuite, en pierre, elle a été détrônée par les flèches de Cologne, achevée au 19e à 157 mètres, puis par la flèche du temple protestant d'Ulm, qui est montée à 102 mètres au 19e. Ouais, c'est ça, ok. Et donc, oui, Strasbourg, c'est absolument alors, moi, incroyable. Il y a un autre truc qui me marque à Strasbourg, j'aimerais que vous nous fassiez, alors rapidement, que vous nous fassiez un petit mot. C'est la couleur de la pierre, et 2, cette espèce de style architectural, pour moi, c'est le gothique le plus flamboyant qu'on puisse trouver. Alors, il est rayonnant. Rayonnant. Flamboyant pour la flèche, pourquoi pas, même si c'est le début, on est à la transition. Alors comment vous faites la distinction entre flamboyant et rayonnant ? Alors le flamboyant, il y a une liberté dans l'ornement. D'accord. Vraiment des ornements extrêmement libres. On trouve quand même pas cette liberté dans la fin de la cathédrale de Strasbourg. Et le rayonnant, c'est plutôt l'idée de la cage de verre, d'avoir des éléments les plus fins possibles. On est plutôt dans cette logique-là à Strasbourg. Pourtant, quand on visite l'intérieur de la cathédrale de Strasbourg, il y a une profonde liberté dans les décors, les détails. Il y a plein d'espèces d'easter eggs, on dirait aujourd'hui. Mais pas dans la conception. Et on est vraiment dans le rayonnant. Strasbourg, c'est vraiment le défi, c'est faire disparaître le mur. Au profit du montant en pierre. C'est une cathédrale qui est vraiment étonnante parce que le chœur est construit à la fin du XIIe en gothique germanique. Et puis au XIIIe, quand on construit la nef, on garde vers le gothique français. C'est un peu un résumé de toute l'histoire de cette ville. Où vous avez Goethe, en 1779, qui se met devant et qui dit « c'est la quintessence de l'art allemand ». Ce qui fait que, forcément, la germanité de cette cathédrale est exaltée pendant tout le XIXe siècle par le Reich. Et qu'à l'inverse, vous avez l'idée française, regardez comment l'art français s'est acculturé dans le monde germanique, rendant possible des ponts culturels entre cette région, Alsace, et la France. Génial. Donc tout ça est... Oui, c'est... Et alors, juste pour la couleur de la pierre ? C'est du grès rose. Du grès des Vosges. Voilà, ces pierres de grès sont fantastiques parce qu'elles accrochent le soleil. À Metz, on dirait un reliquaire doré géant. Oui, c'est fantastique le grès. Bon, ça résiste mal aux pluies acides. Mais, alors, dans complètement un autre style, celle-ci. Ah, Béziers. C'est mignon. En une demi-seconde, Mathieu trouve tout. Et pourtant, tu as mis des oiseaux devant. Alors moi, je l'ai l'ai sélectionné parce que pour moi, c'est un type de cathédrale particulier qui me marque. C'est les cathédrales fortifiées du sud de la France. Quand tu t'es promené sur les terrasses et les tourelles là-haut. Tout à fait. Ah non, je suis pas monté. T'es pas allé sur le toit ? Non. Je te ferai monter à l'occasion. Génial. C'est fantastique. Là-haut, on a l'impression d'être dans un château fort. Alors pourquoi justement ? Pourquoi ? Parce qu'elle a pas mal dégusté au moment du siège des croisades, contre les Albigeois. C'est volontaire en fait, elles ont été fortifiées comme un château fort. On ne met pas des tours et des créneaux de manière non volontaire, rarement. C'est vraiment, c'est comme à Narbonne, c'est comme à Agde, c'est ces cathédrales fortifiées du sud de la France et vous voyez qu'elle est vraiment dans une citadelle. Vous anticipez toutes mes cathédrales. Hein.
Ah bah, oui, Voici Agde. Agde, voilà, qui cumule la pierre volcanique. On est dans la vallée de l'Orbe. Il y a une planète volcanique un peu au nord d'où proviennent ces pierres, parce qu'il y a un côté un peu auvergnat qui est quand même paradoxal sur les rives de la Méditerranée. Et voilà, Agde, c'est vraiment l'archétype. C'est un parallélépipède avec des créneaux, Oui. des contreforts des machicoulis sur contreforts, un clocher donjon avec des machicoulis encore. Alors on peut pas faire. Si franchement, Agde, si on ne sait pas que c'est une cathédrale, on prend ça Ah oui. pour un château fort. Ah mais complètement. C'est impressionnant. Complètement. Oui. Et c'est en fait, il y a d'une part le souvenir des invasions sarrasines, la Narbonnaise a été occupée 70 ans quand même. Et on a eu des raids sarrasins jusqu'au XIIIe siècle sur les rives de la Méditerranée. Donc il y a cet impératif d'éviter les razzias venant des États du sud et de l'est de la Méditerranée qui réduisaient en esclavage les populations et pillaient les lieux. Et puis, il y aurait aussi la mémoire de la croisade contre les Albigeois, la croisade contre les Cathares, les chevaliers du Nord qui viennent et qui combattent. Voilà. Donc, il y a tout cet imaginaire qui fait que dans le sud de la France, on a ce corpus particulier de la cathédrale fortifiée. Alors, celle-ci. Ça, c'est Gap, qui est... Mais c'est pas possible. En un coup On d'œil. connaît son sujet ou pas. On fera les châteaux la prochaine fois. Qui a été construite, c'est une des très belles cathédrales du 19e siècle. Alors, il faut juste oublier que dans les années 1860, on a démoli une cathédrale du 13e avec un clocher octogonal charmant pour réaliser celle-là. Elle tombait de vétusté et elle n'était pas classée monument historique. Donc, et ça, c'est donc l'œuvre de Charles Lenné. Charles Lenné, qui est l'architecte du lycée Janson de Sailly, à Paris, et qui a construit une seule œuvre religieuse, qui est cette cathédrale, et pour laquelle il a une très bonne compréhension du terroir. Il a dans cette cathédrale utilisé une quinzaine de types de pierres différentes, comme dans les monuments romans de la région. La cathédrale d'Embrun, cathédrale romane des Alpes, qui est pas loin, et bien on retrouve un lit de pierre plus sombre, un lit de pierre plus clair. À l'intérieur, il y a du granit, il y a du marbre. Donc elle a l'air médiévale, mais c'est une vraie composition du 19e siècle. Très originale, très belle, très monumentale. Moi, ce qui me marque tout de suite, et là on voit aussi que c'est un édifice du 19e, c'est cette mode de faire un seul clocher qui monte comme une fusée. Ça dépend des financements. Quand vous avez suffisamment d'argent, vous faites une façade harmonique. Regardez l'architecte Théodore Ballut, au 19e. C'est celui qui a construit le plus d'églises, un de ceux qui a construit le plus d'églises en région parisienne. Quand il a de l'argent, ça donne Saint-Ambroise avec 2 clochers. Oui. Quand il a moins d'argent, ça donne Saint-Joseph des Nations avec un clocher ou la basilique Saint-Denis d'Argenteuil avec un clocher. J'aimerais que vous nous, rapidement, que vous nous donniez les spécificités, que vous nous donniez les spécificités un petit peu de l'architecture du 19e et nous montrer pourquoi aujourd'hui ça nous pose un problème d'entretien. Alors, ça pose un problème d'entretien parce qu'il y a des jeux de matériaux absolument problématiques parfois. Oui. Vous pouvez avoir une voûte d'ogive montée sur un mur de pierre avec une structure métal, des voûtins en briques et du plâtre. Briques, métal, plâtre, etc. Pierre, il peut y avoir des jeux de matériaux. Ces édifices arrivent tous à vétusté en même temps. Ils ont tous 150 ans, grosso modo. Et pour la plupart, ne sont pas classés monuments historiques. Et comme on n'aimait pas ces architectures jusqu'aux années 1990, on les a très mal entretenues. Les maires disent oh, c'est du pastiche gothique, ça a été construit il n'y a pas longtemps, les amateurs du patrimoine ne regardent pas. Et aujourd'hui, on se rend compte, ah bah oui, il y a des infiltrations d'eau depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, elles ont pâti de ça. Oui. Moi qui suis vendéen, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur mes réseaux il y a quelques mois. La Vendée donc, a été dévastée. Ah bah oui, c'est sûr que... Donc tout a été reconstruit au 19e, et donc l'immense majorité du patrimoine religieux là-bas est 19e. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème dans ma région là-bas, c'est que toutes les églises décrépissent en même temps, et que l'architecture du 19e a un gros problème d'entretien vis-à-vis de ça. Oui, elle est compliquée à entretenir, coûteuse à entretenir, elle a longtemps été discriminée, et elle a peu de subventions. Oui. Mais alors, ces beaux exemples, j'espère, vont aider à faire changer les mentalités. On continue, j'en ai encore 4 à vous montrer. J'en ai plus en réalité, mais on va avancer quand même. Je peux aussi parler plus vite. Celle-ci. Ça, c'est Saint-Alain de Lavore. Pareil, on est dans les... Trop fort. Point faible, trop fort. On est dans le sud de la France, donc à côté d'Albi. C'est Albi en miniature, en fait. Oui, c'est ça. À Albi, on a cette cathédrale en briques énorme avec son chemin de ronde fortifié, son clocher donjon. L'évêque voisin, évidemment, a voulu prendre pour exemple Albi. Est-ce que vous pouvez nous décrire, et surtout aussi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'image, est-ce que vous pouvez nous décrire la spécificité de cet art, de cette architecture-là? Alors d'abord, c'est la brique.
Oui. On n'est pas sur les rives de la Baltique, on n'est pas dans les Flandres, on n'est pas en Italie du Nord. Pourquoi de la brique dans cet endroit-là du Languedoc? Parce que les argiles sont abondantes et que ça permet de construire pour pas cher avec des ressources locales et on peut construire des édifices énormes. Donc, cette masse de briques, Tout rouge, c'est très voilà, beau. Ouais. et le clocher octogonal typique du Languedoc. Ouais, on dirait un peu ça donnerait l'impression d'un porte-conteneur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cette espèce de Oui, longue forme oui. avec juste le clocher qui fait comme la cabine un Ou petit une peu espèce d'égout. d'insecte, une espèce de chenille avec la tête dressée. Oui, un ouais, peu, comme ça, oui. Oui. Oui, oui, elles ont un côté très, très organique comme Oui. architecture. Et puis alors à l'intérieur, un peu comme à Albi, elle est couverte de peinture murale. C'est incroyable ça. Moi, c'est ce qui m'a Alors marqué là-bas. c'est pas du 16e comme à Albi, mais c'est du 19e, mais ça fait de l'effet Oui. quand on y rentre. En fait, c'est du trompe-l'œil un peu. Oui, 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 Oui. c'est ça. On trouve ça un peu à Chambéry aussi, ces cathédrales complètement couvertes de... C'est une des rares cathédrales que j'ai jamais vues en vrai. Celle-ci? Oui. Ah, Parce que dans vous le tour l'avez de- pas. Parce que dans le... Vous Non, l'avez pas. je ne l'ai pas, parce que dans mon tour de France des cathédrales, il a fallu absolument que je remonte sur 2 jours pour assister à un mariage. Et Ça vous mon a fait ami- rater la mort. Et mon ami photographe a continué sur Castres et Lavore sans moi. Yes. Donc là, il faut que cet été, j'aille J'ai à Castres visité et à une Lavore. cathédrale que Mathieu n'a pas visitée. J'en suis très fier. Deux avec Castres. Castres, je l'ai pas faite. Ah bon? Non, pas encore. Pareil, moi aussi, il m'en manque. Hein. Pamiers aussi, il me manque. Pas mieux aussi, il me manque. Pour une urgence familiale. Donc, on va ensemble à Pamiers et à Castres? Allez, deal. Adjugé. Celle-ci. Ah bah ça, c'est Saint-Paul-de-Léon. La première cathédrale 100% bretonne que j'ai bretonne. vue, parce qu'on avait jumelé Sarcelles et Saint-Paul-de-Léon quand j'étais en 5e. Voilà, Alors celle-là, j'en ai un souvenir d'adolescence absolument décrivez-le-nous. incroyable. Décrivez-la nous. Parce qu'à l'intérieur, il y a un truc très breton, c'est les étagères de la mort. Ouais. Vous avez des étagères avec des boîtes à l'intérieur desquelles il y a des crânes des défunts. Et ça, quand j'avais 12 ans, j'avais adoré, évidemment. Voilà, donc plus sérieusement, c'est le modèle en Bretagne de la cathédrale à façade harmonique, c'est-à-dire à 2 tours jumelles avec les 2 flèches. Et ça vous montre que l'architecture gothique bretonne est vraiment issue des modèles normands. Oui. Vous enlevez le granit, vous remplacez par du calcaire, ça vous donne une église normande. Oui. Ils n'ont pas pu pousser aussi loin que les Normands dû à la matière. Parce que le Ah granit non. est beau. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Non, parce qu'à côté de ça, vous avez le clocher du Cresquer, qui est le plus haut clocher de Bretagne. Oui, mais on va dire c'est une exception. Il y a le clocher. En Normandie, toutes les cathédrales sont Non, immenses. la différence, c'est l'argent. Regardez Non, la la diffé- cathédrale de Saint-Brieuc. Mais je suis d'accord, mais la différence, c'est l'argent. Les diocèses bretons sont tout petits. Et ils n'ont pas la richesse foncière des diocèses normands. Regardez les abbayes, c'est pareil. En Normandie, vous avez Jumièges, Le Bec-et-Loing, Saint-Vendry. Vous n'avez pas des abbayes comme ça en Bretagne. La Normandie, c'est la Californie de la France médiévale. Parce qu'elle a le commerce. Rouen, c'est le principal port de France, le principal port maritime Oui. de France. Elle joue sur les concurrences entre la France et l'Angleterre. La Normandie, il y a le clergé normand est beaucoup mieux possessionné que le clergé breton. Le diocèse de Saint-Paul-de-Léon, qu'est-ce que c'est? C'est la Cornouaille. Oui, c'est des pêcheurs et c'est tout. Le diocèse de Rouen, il a 1300 paroisses. Oui. C'est C'est colossal. vrai. Donc, Oui, c'est vrai. Oui. et à côté Ok. de ça, il y a un diocèse normand qui est tout petit et qui est plus pauvre que les autres, c'est celui d'Avranches. Alors, cette cathédrale a été détruite à la Révolution, mais la cathédrale d'Avranches, elle avait la taille d'une cathédrale bretonne. Vous savez que je voulais vous la mettre dans le quiz. Je voulais juste vous mettre Ah oui. une photo du square Oui, à la place. à la place de la cathédrale. Donc, non, la Bretagne, c'est pas tant le granit que les moyens à disposition. Très bien. Ok, je comprends bien. Alors, justement, dans l'histoire des cathédrales Alors oui, inachevées, ça c'est quand même la cathédrale de Lille, c'est quand même l'histoire d'un rendez-vous manqué. alors expliquez-nous pourquoi. Alors, à Lille, il n'y a pas de cathédrale jusqu'en 1913. Le diocèse est créé en 1913. D'accord. Les bourgeois de Lille souffrent du manque de cathédrale. À la Révolution, les grandes églises ont été rasées, il ne reste plus que Saint-Maurice. Et donc, il faut à Lille une église qui ait la taille et la forme d'une cathédrale. Et donc, on va créer une œuvre qui est l'œuvre de Notre-Dame de la Treille, créée pour la statue de la Vierge qui protège l'île, la Vierge de la Treille, une basilique colossale. Une basilique qui est entreprise à la fin du 19e, prévue avec 2 flèches de 130 mètres de haut, transept, fenêtres hautes. On voit la maquette dans la cathédrale. Oui. Et puis, Oui. en 1913, évidemment, quand le diocèse est créé, cette basilique devient cathédrale. Mais elle appartient au diocèse. Parce que l'œuvre de la Treille n'a pas été municipalisée, n'a pas été confisquée par l'État. Et donc le diocèse assume. Donc dans les années 20, dans les années 30, ça va encore bon train. Il y a des grosses familles qui financent. Voilà. Et puis dans les années 60, on se dit, oh là là, on va peut-être pas construire les fenêtres hautes.
et les voûtes là où elles étaient prévues. On décide de construire la voûte en béton juste au-dessus du triforium. Donc elle a des fenêtres hautes toutes petites. Mais après tout, on l'avait fait déjà à la cathédrale de Toulouse au XVIIe siècle, on fait la même chose. Hein. Et puis surtout, pas de façade. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle et dans était... les années 80... 90 même. Non, dans les années 80, le diocèse dit, bon, si on rentabilisait et si on construisait un immeuble de bureaux adossé à la façade, comme ça, on rentabiliserait. Et là, ils ont voulu faire ça. Et là, il y a une levée de boucliers. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Heureusement. Inadmissible, etc. Oui. Et donc, dans les années 90, rétro-pédalage du clergé, en disant non, on va lui construire une façade. Et en 2002 est achevé ce travail de cette très belle façade contemporaine qui, à l'intérieur, est marquée par ces dalles d'albâtre qui donnent une lumière mordorée dans toute la nef. Il y a un réaménagement intérieur. Tout ce qui lui manque à la cathédrale de Lille, c'est un véritable clocher. Elle a un campanile provisoire depuis la fin du 19e. Qui est en train de s'écrouler. Alors, malheureusement, il va être consolidé. Oui. Parce que moi, je pensais que le diocèse allait saisir l'occasion de construire un clocher. Il faut un clocher d'au moins 100 mètres de haut. Ah bah, au moins, oui. Pour rivaliser avec le beffroi. Et voilà, donc, malheureusement, ils vont restaurer. Alors, il a une histoire. Ça sera pas de notre vivant. Il a été financé par des donateurs. Mais on pouvait envisager un truc plus ambitieux pour Lille. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que vous dites que c'est un rendez-vous manqué. Alors non, surtout parce qu'on aurait pu avoir une très belle... Ils auraient dû aller plus vite au 19e. Ok. Alors, dernière. Ben ça, c'est pas une cathédrale. Oh non! C'est la basilique de Saint-Quentin. Mais non, c'était mon piège. J'espérais vous faire tomber dedans. Ah bah non, quand même pas. C'est une des plus grandes églises gothiques de France, qui n'est pas cathédrale. Mais c'est une grande collégiale urbaine, devenue basilique au 19e siècle, dédiée à Saint-Quentin. Mais en fait, son histoire est liée aux cathédrales. Oui, tout à fait. La ville de Saint-Quentin était convaincue d'être l'ancienne cité gallo-romaine de Vermand et que le diocèse soit né ici et qu'ensuite il a été transféré à Noyon. Et donc au 19e siècle, pour en quelque sorte dire aux évêques de Noyon, mais attendez, on est le berceau de l'évangélisme, de l'évangélisation de votre diocèse. On va vous le montrer. On construit une église plus grande que la cathédrale du diocèse. Oui. Plus grande, plus haute. La seule église de France à avoir un double transept, quasiment, de ces proportions-là. 2 transepts à la forme d'une croix de Lorraine. Elle est extrêmement impressionnante. Je me souviens des voûtes qui s'évasent vers le haut. On a l'impression que tout va s'écrouler. C'est pas voulu. Hein. Oui, je sais que c'est pas voulu, mais malgré tout, ça tient. Oui. Et c'est extrêmement impressionnant parce qu'on a quand même l'impression que tout va s'écrouler à tout moment, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, ça a failli parce que ça a été bombardé pendant la Première Guerre mondiale. C'était un squelette à la fin. Et elle a conservé sa tour romane. Oui, c'est vrai. C'est un peu le problème là aussi. La tour n'est pas proportionnée à la taille de l'édifice. Oui. La sonnerie de cloche l'est. Il y a une très belle sonnerie de 6 ou 7 cloches, je ne me souviens plus. Mais malheureusement, la tour n'est pas proportionnée. Bon, Mathieu, vous n'avez pas failli à votre réputation. Eh ben non, quand même pas. Pas en public en tout cas. Et l'émission n'a pas été préparée. Hein. Non, bravo. Merci beaucoup pour ça. Vous nous avez beaucoup instruit là, sur les cathédrales. Donc j'aimerais Mathieu qu'on parle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisque vous avez été plongé dans le chantier en tant qu'historien de la cathédrale pendant longtemps. Vous l'êtes encore aujourd'hui ? Oui. Et donc vous avez sorti un livre sur le chantier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce chantier-là ? Oui, alors en tout cas dans les grandes lignes, et nous raconter surtout, moi ce qui m'intéresse, cher Mathieu, c'est ce qui vous a le plus marqué, ce que vous avez le plus aimé, et ce qui vous fait encore aujourd'hui espérer pour notre patrimoine. Ce qui vous fait espérer pour notre patrimoine. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est les 2 extrêmes de cette rencontre avec Notre-Dame de Paris dans le cadre de l'incendie et du chantier. C'est la première fois où j'y suis rentré après l'incendie, une semaine après l'incendie, où là, on découvre un lieu complètement dévasté, différent, et un lieu qui était familier, qu'on ne se serait jamais attendu à voir dans cet état-là. Donc on marche dans la cendre, ça sent le brûlé et l'humidité en même temps. Il y a la lumière qui tombe par le haut, donc la lumière du soleil à l'intérieur de Notre-Dame. Enfin, incroyable. Une expérience incroyable. Et 4 ans plus tard, à 100 mètres de hauteur sur l'échafaudage, mettre ma main sur la croix qui vient d'être posée au sommet de la flèche. Un jour où il y a de la pluie et du vent, on a l'impression que l'île de la Cité, c'est un 2-mâts avec la flèche de la Sainte-Chapelle et la flèche de Notre-Dame, et qu'on est là au milieu de la tempête. Incroyable. Et c'est vraiment les 2 images. Une au ras du sol, avec la cathédrale écroulée, et une au sommet avec la cathédrale qui est remontée. En 4 ans, quoi. Je crois que c'est les 2 expériences qui résument l'essentiel de ce que je retiendrai du chantier.
vraiment. Quel est le symbole pour vous, toute cette histoire un peu? Je ne sais pas s'il y a un symbole, mais en tout cas, il y a une aventure. Une leçon à en tirer. Une leçon à en tirer, c'est que les monuments historiques sont des aventures humaines qui sont liées à des belles réussites, mais aussi à des drames. Et qu'on ne peut pas faire l'économie du drame, malheureusement. Et quand le drame est arrivé, il faut reconstruire. Et j'ai trouvé ça absolument prodigieux d'avoir une mobilisation des acteurs institutionnels, présidence de la République, ministère de la Culture, architectes, établissements publics Rebâtir Notre-Dame, une mobilisation des grands donateurs, des petits donateurs français et du monde entier. Ça a été vraiment cet élan absolument incroyable qui s'achève malheureusement par un sentiment en demi-teinte. À l'heure où on a un élan de générosité fantastique pour Notre-Dame de Paris, la souscription pour les petites églises rurales de France ne donne que 20 millions sur les 200 millions. On vous la met en description. Mais exactement. Comme ça, vous pouvez aller donner, cliquer et aller donner... Mais enfin, c'est déduit à 75%. Mais oui, vous ne vous rendez pas compte qu'à l'échelle d'un village, l'église, c'est la Notre-Dame de Paris du lieu, et que pour anticiper son effondrement, si elle n'est pas classée monument historique, enfin voilà, on ne peut pas rester sur ce fantastique succès en disant que la leçon, c'est on ne prête qu'aux riches. On ne donne de l'argent que pour notre plus grande cathédrale, que pour la cathédrale de Paris, capitale mondiale. Il faut qu'on soit capable d'être aussi généreux pour la petite église de village. Toute proportion gardée, évidemment. Mais que si on fait appel, le président de la République a fait appel à notre générosité pour 200 millions pour les petites églises rurales. On peut lui faire confiance, manifestement, pour que les chantiers soient menés. Puisqu'en 5 ans, ça a été le cas. Quel que soit son ancrage politique ou son bord politique, il y a eu urgence à ce que les petites églises du 19e soient sauvées. Regardez ce qui s'est passé à Abbeville en 2014. La municipalité a fait raser une des plus grandes églises de la ville, l'église Saint-Jacques, parce qu'elle avait négligé son entretien depuis des décennies. Et elle n'est pas classée monument historique. Rasée. Ils ont fait disparaître du ciel d'Abbeville le plus haut clocher de la ville. Donc il y a urgence aussi pour ça. Et donc, il faut transformer ce petit constat, mais c'est un constat initial. Les Français vont être généreux. Mais il faut que les médias jouent le jeu de parler de ça aussi, par exemple. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, vous avez dit on ne prête qu'aux riches, mais est-ce que justement la cathédrale Notre-Dame de Paris avait besoin de ces 200 millions qui sont levés? On ne prête qu'aux riches, c'est une formule. Oui, la cathédrale de Paris n'est pas riche en elle-même. Mais beaucoup ont fait le reproche à Notre-Dame de Paris d'avoir bénéficié d'un budget au-delà de ce qu'ils avaient réellement besoin. Et c'est vrai que quand on se penche dans certains détails du chantier, ils ont poussé loin. Alors, très loin. Je ne partage pas ton avis à ce sujet. Okay. Néanmoins, je t'invite à en débattre avec les acteurs qui... Ça sera le cas sur cette chaîne, restez branchés. Qui sont les acteurs décisionnaires en la matière. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté en suivant le chantier, en tout cas. Mais ce qui est vrai, c'est que l'argent des donateurs donnés à Notre-Dame de Paris a fait que l'État a pu continuer à financer normalement tous les autres chantiers patrimoniaux. Parce que un tel désastre, sans dévier les autres budgets. Un tel désastre, d'accord, il aurait nécessité de capter une part importante des budgets du patrimoine. Les donateurs ont permis à tous les autres édifices classés monuments historiques de ne pas entrer en tension financière. C'est pas du tout assez dit, ça. Hein. Ah ben, il faut le dire. En revanche, et c'est pour ça que j'ai poussé un coup de gueule tout à l'heure, pour les édifices non classés. Et la souscription, elle est pour les édifices non classés. Parce que les édifices classés, eux, n'ont absolument pas... ils doivent remercier Notre-Dame de Paris d'avoir pu permettre cet appel aux dons. Donc, bien sûr que les donateurs ont été très utiles et on a prêté aux riches, en termes d'image, en termes de tout ce qu'on veut. Mais, voilà. Donc, c'est ça pour vous, c'est aussi un effet Notre-Dame, un petit peu, pour le patrimoine de France. Oui. Moi, il y a un autre effet que j'ai constaté aussi, c'est il y a eu des expertises qui ont été faites, il y a eu des dossiers qui étaient bloqués depuis longtemps pour des raisons juridiques, historiques, architecturales, même souvent-archéologiques, etc., qui ont été débloqués face à l'effet, après l'effet Notre-Dame. Et surtout une mise en sécurité, une mise aux normes des systèmes anti-incendie, le plan cathédral du ministère de la Culture. Ça fait prendre conscience à beaucoup de monde qu'il se passait quelque chose. Mais une conscience qui n'est pas encore suffisante. Là, le 30 avril dernier, sans rien dire, alors c'est pas une église, mais une mairie a fait raser la maison de Paul Éluard,
qu'elle abritait sur son sol. Paul Éluard, qui est un grand... Grand poète surréaliste français. Donc, il y a encore des lieux où des maires... C'était une maison avec une valeur historique particulière. L'architecture, non. Mais c'est quand même là que les grands... Enfin, il y a au centre Pompidou, on fête le centenaire du surréalisme. Et là, on a peint... et on rase sa maison. Max Ernst, tous les grands du surréalisme ont été... Et argument de la mairie, le parking qui va remplacer la maison s'appellera parking Paul Éluard. Voilà, donc c'est plus large que nos églises. Il y a une question de culture des élus, de volonté des élus, de soutien au quotidien des élus. Il faut que... Vous pensez que c'est une question d'éducation aussi? Oui, mais aussi une question de... Ou de mauvaise volonté, à l'inverse? Parfois une question de mauvaise volonté, parce qu'en 2014, le Figaro titrait « La maison de Paul Éluard est sauvée ». Parce que le maire précédent disait que tout était sauvé. En fait, rien n'a été restauré. Et là, discrètement, sans qu'aucun grand média n'y donne une ligne, la maison a disparu sous la pelleteuse. Il faut arriver en fait à ce que les élus soient guidés et rassurés. Quand vous êtes le maire d'une petite commune rurale, vous ne pouvez pas être expert de voirie, de patrimoine. C'est pas possible. Il faut que cet élu, en revanche, sache qu'à la préfecture, à la DRAC, il a un interlocuteur dédié qui va venir de manière bienveillante lui dire « Vous pourriez contacter un tel, vous pourriez avoir tel mécénat », et pas quelqu'un qui soit là dans l'inspection « Vous n'avez pas fait ça, il y a la normative, machin, etc. » Et il y a aussi la Fondation du patrimoine qui accompagne beaucoup. Voilà, Fondation du patrimoine, Observatoire du patrimoine religieux, Fondation Pèlerin Patrimoine. Il y a des outils, il faut les faire connaître à ces maires. Pour tous ceux qui nous écoutent, on vous met tous les liens de ces institutions dans la description de la vidéo. Voilà, il faut absolument qu'on puisse fonctionner par capillarité pour dire c'est pas parce que votre église n'est pas classée monument historique qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. Parce que c'est tout simplement le plus bel édifice que vous avez dans votre village. Peut-être. Qui cristallise toute une histoire. Il y a une histoire. Il y a peut-être plus que 2 messes par an, néanmoins. Si quelqu'un meurt, si quelqu'un veut faire baptiser son enfant, si vous avez besoin d'organiser un événement en lien avec la vie catholique du lieu, ou si vous avez besoin d'un lieu où réaliser un concert s'il n'est pas incompatible avec la dignité du lieu et son usage, voilà. Très bien. Plein de choses à faire. La France est remplie de petites cathédrales. Est-ce que pour vous, justement, dans cette espèce d'indifférence d'indifférence, mais qui est aussi de la non-compréhension, beaucoup de choses, est-ce que dans le fond, ce serait pas aussi une perte de notre capacité à percevoir le beau? Alors, cette question du beau, elle est fondamentale. Parce que si vous arrivez à faire aimer ce qui est beau, vous arrivez à faire comprendre que le financement du beau n'est pas un sacrifice, mais qu'il est fondamental. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'il est nécessaire. Ce qui est beau donne une dignité à un lieu. Le quartier, la ville, le village, la commune dans laquelle se trouve l'édifice patrimonial, il a une plus-value liée à son esthétique, à sa qualité. Et si vous détruisez tous ces éléments qualitatifs dans un espace et dans un paysage, tôt ou tard, vous allez le déprécier complètement. Vous allez arriver dans une logique où voilà, il n'y aura plus que la fonction d'habitation et la fonction commerciale et la fonction de travail. Encore faut-il être sensible au beau. Oui, il y a une question de sensibilité. Et moi, je trouve qu'on n'est pas bien éduqué en France à être sensible au beau. Alors, il y a toute une problématique en France sur l'éducation artistique. L'éducation artistique est davantage orientée vers la création que vers l'histoire de l'art et le patrimoine. C'est-à-dire que nous avons tous eu des cours d'art plastique au collège, mais la part de l'histoire de l'art dans ces arts plastiques, elle existe dans les programmes, mais elle est très réduite. Et la question de l'esthétique est finalement assez peu affrontée. Quand est-ce que le petit Français est confronté à la question du monument historique patrimonial dans son cursus? Prenons le collège, qui est l'éducation obligatoire. Il va avoir le cours d'histoire, on va lui expliquer ce que c'est qu'un château, une église, une cathédrale, une abbaye, une gare, une forteresse, etc. Mais dans un but historique. En histoire de l'art, on va lui expliquer comment les artistes se positionnent par rapport à la perspective, à la couleur. Et on va lui demander de créer lui-même une œuvre qui entre en continuité ou en rupture avec ça. Mais quand est-ce qu'on lui explique pourquoi c'est beau? Oui, et puis même, il y a même un autre problème. Je me souviens,
à aucun moment, dans ce que j'ai pu étudier, on m'a dit ça c'est objectivement beau et ça ne l'est pas. Alors, Et la comparer. notion des critères objectifs, ça Mais en concerne fait, pas que le beau. Ce que je veux dire, c'est qu'il On a est dans fallu- une il a fallu- société il où a la fallu notion que de critères j'attende. objectifs... Ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que j'attende mes études de philosophie Oui. pour comprendre qu'il y a des choses belles et Oui. des choses qui sont plus ou moins belles. Oui, ou belle autrement. Et en fait, on passe notre temps. Avant que je découvre ça, on m'expliquait. Mm. On m'expliquait. C'est à toi de décider si c'est beau ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? La subjectivation des critères du beau, c'est le fruit du romantisme. C'est les romantiques les premiers qui ont dit ça. C'est beau parce que je le veux. En Parce fait, que je trouve ça beau. Sauf que c'est pas ça le beau en réalité. Ben, ça dépend, ça peut être ça aussi. Mais le beau, il n'y a pas un beau absolu, etc. Il y a des critères dans le beau. Et les critères du beau sont effectivement variables suivant les époques, suivant le temps. On n'est pas en train de dire qu'il y a un beau absolu, mais il y a des critères Mais donc, il faut absolus se de rendre beauté. sensible à ces critères. Oui. C'est ça l'enjeu. Oui, des critères d'harmonie, d'effet, des critères d'équilibre, de déséquilibre. Et effectivement, une œuvre d'art contemporaine peut être magnifique, mais ce qui m'ennuie, c'est quand on me dit qu'il n'y a que l'œuvre d'art contemporaine qui puisse prétendre au titre de beau pour aujourd'hui. D'accord. Quand vous avez les vitraux de Pierre Soulages dans l'abbatiale de Conques, on est bien d'accord que les vitraux de Pierre Soulages sont beaux et que l'abbatiale de Conques est belle. Mais les Ça deux pose ensemble. mais les deux ensemble, c'est très beau aussi. Ok. Pourtant, les critères du beau au XIIe et les critères du beau à la fin du XXe siècle ne sont pas les mêmes. Ok. Néanmoins, ces deux œuvres respectent chacune des critères évidents du beau. Forme, couleur, matière, Harmonie. harmonie. Oui. Oui. Voilà. Ok. Donc, Alors, quels sont vos conseils justement pour se rendre sensible à ces critères de beau? Comment on peut s'éduquer à se rendre sensible à ça? d'abord, les enseigner. Et c'est prévu par les actuels programmes d'histoire des arts en collège, D'accord. où chaque professeur en charge de la part d'histoire des arts qui lui revient doit aussi affronter cette question-là. Et donc, il y a cette chose-là. Puis moi, je crois beaucoup à l'ancrage dans le patrimoine de proximité. C'est-à-dire que toutes les classes de collège devraient passer des heures sur le terrain dans leur ville à regarder ce qu'il y a de beau dans leur ville. Moi, j'ai été prof de collège pendant quand même une dizaine d'années au début de ma carrière, dans des banlieues qui sont stigmatisées et qui sont victimes de préjugés à tout point de vue. Et je peux dire que quand je sortais mes élèves de 5e, voir l'église médiévale, faire un parcours dans ce qu'était le village au Moyen-Âge, et qui découvrent la toponymie des cités, qui généralement viennent des lieux-dits qui étaient des anciennes pièces de terre ou des anciens hameaux, mais ils se disent, mais c'est quelque part ici alors? On est enraciné quelque part? Je suis de Villiers-le-Bel, puisqu'il s'agissait de Villiers-le-Bel, mais être de Villiers-le-Bel, c'est dans une continuité qui a 2000 ans. Si ma ZAC, elle s'appelle ZAC de derrière les murs de Monseigneur, c'est parce que ce tas de gravats-là, c'était le fond du domaine seigneurial. Derrière les murs de Monseigneur. Ben voilà, ben oui, mais c'est ça. C'est génial comme nom. Ben oui. C'est génial Donc comme il nom. y a des choses à faire. Ok. Je dis pas que ça va tout solutionner, mais ce qui est important, c'est que ceux qui seront en charge du patrimoine demain, dans toutes les municipalités, aient reçu cette sensibilisation. Et Ouais. donc, il faudrait qu'il y ait dans les programmes d'histoire de l'histoire locale, dans laquelle le patrimoine local soit affronté. Parce que vous pouvez très bien passer en revue l'histoire de la France et l'histoire du monde, sans que jamais un professeur vous ait parlé de l'histoire du lieu dans lequel vous vivez. J'aimerais qu'on boucle le raisonnement qu'on est en train de faire. Oui. Parce qu'on souligne l'importance du beau, etc., etc. Mais donc, parce que derrière, l'enjeu, c'est de réussir à sauvegarder, à sauver. Mais en fait, si on se rend sensible au beau et pour sauvegarder, etc., c'est parce que ça nous apporte quelque chose. Est-ce que finalement, justement, vous soulignez tout à l'heure le devoir, la nécessité de s'en occuper si on reconnaît que c'est beau? Pourquoi cette nécessité-là? Alors, Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec notre dignité d'homme, avec notre spécificité d'homme? il y a une dimension ontologique, c'est-à-dire que ce qui crée effectivement la capacité de l'homme à dire qu'il est homme, c'est sa capacité à se dépasser et à voir plus loin. Et quand on crée une œuvre qui est belle, qu'on la donne à tous et qu'on l'inscrit dans le temps, on est pleinement dedans. Et il y a aussi, je crois, l'idée que si on ne transmet pas à nos successeurs ce qu'on a reçu, à nos héritiers ce qu'on a reçu, on en est quand même redevable. On en est quand même redevable. De dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour que ça reste beau et que ça tienne debout,
je vous le transmets tel que. Puis après, on sait que le patrimoine, il est fait aussi de moments où on veut l'effacer. Il est fait de forces hostiles, il est fait de combats. Victor Hugo, quand il dit guerre aux démolisseurs, il n'emploie pas le terme de dialogue, machin, il dit guerre aux démolisseurs. Ouais. Il y a des moments où il faut savoir dire guerre aux vandales et aux néo-vandales. Ouais. En fait, dans le fond, j'ai l'impression que c'est une question de respect vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. Et de ceux qui vis-à-vis de ceux qui vont suivre. Ben oui. Et en fait, peut-être aussi et d'abord une question de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Bien sûr. Bien sûr. J'ai cette sensation-là un peu. Ah bah oui. Après, en fait, ce qu'il faudrait un jour, c'est recevoir ici quelqu'un qui a fait démolir un élément du patrimoine. Un maire qui a fait démolir son église. Vous avez des noms en tête, j'ai la liste. Alors, la plupart disent, on n'avait pas les moyens de l'entretenir, on a eu un problème, elle n'était pas classée. Je les entends, c'est pas facile. Comme Victor Hugo, vous allez leur faire la guerre. Mais, j'allais dire, quand même. Quand même. Quel est votre objectif? Vous êtes historien, chercheur, enseignant. Oui. Qu'est-ce qui vous anime justement dans ce métier-là? Faire aimer, faire comprendre. C'est la dynamique enseignante qui est peut-être la première chez moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plutôt fait carrière en classe préparatoire que dans un institut de recherche pure, en quelque sorte. Parce que j'aime bien transmettre. Dernière question pour clore cet entretien. Quel est votre plus grand rêve? Quel est ton plus grand rêve, cher Mathieu? Quel est mon plus grand rêve? Voir la flèche de la basilique de Saint-Denis achevée dans les meilleures conditions et quand je serai encore vivant. Merci Mathieu, c'est la parfaite transition pour les prochains contenus que nos abonnés, ceux qui s'abonnent, vont pouvoir découvrir sur la chaîne, puisque le projet de remontage de la flèche de Saint-Denis est un projet important pour nous cette année. On va la suivre au plus près. Et il y aura certainement, peut-être avec toi aussi, cher Mathieu, d'autres contenus pour raconter tout ça. Merci d'être venu. Volontiers. Merci de nous avoir partagé ta vision du beau, et donc on note, du patrimoine, tout ça. Et on note rendez-vous à Lavore, à Pamiers et à Saint-Denis. Avec joie. À bientôt. Avec joie. Merci Mathieu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager la vidéo et de la commenter. Cela nous aide à grandir, je compte sur vous.